Au restaurant, mes parents ont annoncé qu'ils allaient saisir mon héritage. Nous utilisons ton argent pour le mariage de Vanessa, tu n'as pas de vie de toute façon. J'ai simplement hoché la tête à mon oncle et répondu, c'est intéressant, parce que vous n'y avez pas accès. L'épuisement que je ressentais n'était pas seulement physique. C'était une profonde lassitude morale qui semblait peser sur mes os même. Cela faisait exactement 3 semaines depuis les funérailles, et le silence de mon petit appartement, habituellement un sanctuaire pour mon travail, me semblait assourdissant. J'étais assise au bord de mon lit, fixant une boîte à moitié pleine de vieux journaux de grand-mère, quand le message texte a illuminé l'écran de mon téléphone. C'était ma mère, Victoria. Dîner ce soir au Le Jardin, 19h précise. Ne sois pas en retard. Nous devons discuter de l'avenir. Il n'y avait pas de « Comment vas-tu » ? Non, ça va. Juste un ordre. Mes mains tremblaient légèrement, un effet résiduel de l'adrénaline et du chagrin qui avaient été mes compagnons constants pendant les 6 derniers mois de la vie de grand-mère. C'est moi qui avais emménagé chez elle lorsque la démence a commencé à ronger son esprit brillant. C'est moi qui ai appris à changer les draps sans bouger un corps frêle, qui ai appris à cuisiner des aliments mous qui avaient le goût de la mémoire, qui lui ai tenu la main pendant les terreurs nocturnes quand elle oubliait qui elle était. Ma sœur Vanessa, elle, avait rendu visite 2 fois. Une fois pour demander si elle pouvait avoir le collier de perles vintage de grand-mère plus tôt pour une séance photo, et une fois pour présenter son nouveau fiancé, un homme qui a passé les 20 minutes entières à regarder sa montre. Mes parents, Juan et Victoria, avaient été trop occupés par les affaires pour faire le gros du travail, bien qu'ils aient été remarquablement présents lorsqu'il s'est agi de rencontrer l'avocat testamentaire concernant la maison. Je me frottais les tempes, essayant d'éloigner le mal de tête qui fleurissait derrière mes yeux. J'étais chercheuse en archives. Je passais mes journées à préserver l'histoire, m'assurant que la vérité du passé ne se perde pas dans la décomposition. C'était un travail calme, méticuleux, qui exigeait patience et respect, des traits que ma famille semblait manquer entièrement. Ils voyaient ma vie comme petite, calme, sans importance. Je me levai, attrapant mon reflet dans le miroir du couloir. J'avais l'air plus âgé que 29 ans. Les cernes sous mes yeux étaient comme des ecchymoses. Mais sous la fatigue, il y avait autre chose, une dureté, une colonne vertébrale d'acier qui avait été forgée dans le feu en regardant la femme la plus forte que je connaissais s'éteindre lentement. Grand-mère m'avait dit des choses pendant ces heures tardives, des moments de clarté lucide qui transperçaient le brouillard de sa maladie. Elle m'avait donné des instructions. J'ai attrapé mon sac à main et une chemise cartonnée spécifique que je gardais dans mon coffre-fort. Je n'allais pas à ce dîner désarmé. Je ne savais pas exactement quel avenir ils voulaient discuter, mais j'avais le pressentiment que cela ne concernait pas mon bien-être. J'arrivai au Le Jardin 5 minutes en avance, mais ils étaient déjà assis. Le restaurant était du genre où l'éclairage était trop tamisé, les menus n'avaient pas de prix, et le silence était agressivement imposé par le personnel. Mon père, Juan, faisait tournoyer un verre de vin rouge, l'air ennuyé. Ma mère, Victoria, ajustait méticuleusement la serviette sur ses genoux, son visage figé dans ce masque de mépris poli qu'elle portait si bien. Et là se tenait Vanessa, rayonnante de l'éclat artificiel d'une femme qui croit que le monde tourne autour de son annulaire. Tandis que j'approchais de la table, l'air semblait lourd, chargé d'un ordre du jour tacite. Je tirai ma chaise, le grincement du bois sur le sol résonnant comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. « Tu as l'air fatiguée, Margaret, » dit Victoria, non pas par inquiétude, mais comme une observation d'un défaut. « J'espère que tu ne vas pas être morose ce soir. Nous avons de bonnes nouvelles à discuter. » Je posai mon sac à main sur le sol, sentant le poids du dossier à l'intérieur contre ma jambe. « Je vais bien, maman. Je m'adapte juste. » « Eh bien, adapte-toi plus vite, » piailla Vanessa, prenant une gorgée de son champagne. « Nous avons un programme à respecter. » Je l'ai regardé, ma famille. Il ressemblait à un portrait de succès, mais je connaissais les fissures de leur fondation mieux que quiconque. Ils n'avaient aucune idée que le sol sur lequel ils se tenaient était sur le point de bouger. La trahison fut pire que le chagrin lui-même car elle vint avec un sourire. Les amuse-gueules arrivèrent, de minuscules sculptures complexes de fruits de mer qui semblaient trop précieuses pour être mangées. Je touchais à peine le mien. Mon estomac était un nœud d'anxiété, mais je me forçais à rester immobile, à observer. C'était ce que je faisais de mieux. Après tout, j'étais une chercheuse. Je recueillais des données avant de former une conclusion. Alors,
commença en s'essuyant la bouche avec une serviette en lin. Nous avons examiné les finances, Margaret. La succession. Je me raidis. Le testament n'a pas encore été homologué, papa. Oncle Julien est l'exécuteur testamentaire. Nous n'avons même pas eu la lecture. Oncle Julien est vieux, Victoria rejeta d'un mouvement de main, ses bracelets de diamants tintant doucement. Il est pratiquement sénile. Nous l'avons aidé à simplifier les choses. Et nous avons pris une décision en tant que famille. Une décision, demandai-je, ma voix stable malgré les battements rapides de mon cœur. Oui, Vanessa se pencha en avant, ses yeux pétillants d'une excitation prédatrice. À propos du mariage? Tu sais, Pierre et moi avons visité des lieux au lac Kimo. Il est absolument essentiel de réserver la villa. C'est le seul endroit qui corresponde à l'esthétique. Je clignai des yeux. Ça a l'air cher, Vanessa. Je pensais que vous aviez un budget. Nous l'avions, sourit Vanessa, une large expression béate qui n'atteignait pas ses yeux. Mais maman et papa m'ont expliqué que grand-mère avait laissé une somme importante en économie. De l'argent liquide, environ 300 000, n'est-ce pas? Le sang me glaça. Cet argent, le fonds de la liberté de grand-mère. Elle l'avait mis de côté péniblement pendant 40 ans, le cachant des dettes de jeu de grand-père, le protégeant des entreprises ratées de mon père. Elle m'avait dit explicitement, c'est pour toi, Maggie, pour tes recherches, pour ta propre maison, pour que tu n'aies jamais à rendre de compte à personne. Cet argent, dis-je lentement, était destiné à des fins spécifiques. Des fins familiales, corrigea Ehan, sa voix résonnant légèrement. Et en ce moment, la priorité de cette famille est le mariage de Vanessa. Ce sera l'événement social de la saison, Margaret. Les opportunités de réseautage à elles seules le paieront. Donc, vous prenez les économies de toute une vie de grand-mère, précisai-je, ma voix tombant à un murmure, et vous les gaspillez pour une fête? Ce n'est pas une fête, s'écria Vanessa, sa façade se fissurant. C'est mon mariage. C'est mon avenir. Et qu'allais-tu en faire, toi? Acheter plus de livres poussiéreux? Te cacher dans cet appartement sombre? Margaret, Victoria intervint, son ton dégoulinant de condescendance. Soyons réalistes. Tu as 29 ans. Tu es célibataire. Tu as un travail qui, eh bien, soyons honnêtes, est pratiquement un passe-temps. Tu joues avec de vieux papiers. Vanessa construit une vie. Elle se marie dans une famille éminente. Nous devons faire bonne figure. Grand-mère aurait voulu que son argent aille là où il ferait le plus de bien. Grand-mère méprisait pire, dis-je, incapable d'arrêter les mots. Elle l'appelait un costume sans âme. La table devint silencieuse. Le visage de Han prit une teinte violette que je n'avais pas vue depuis des années. Ça suffit, siffla-t-il. La décision est prise. Nous sommes les parents. Nous décidons comment les ressources familiales sont allouées. Puisque tu ne fais rien d'important avec ta vie de toute façon, nous avons pensé que tu ne verrais pas d'inconvénient à faire ce sacrifice pour ta sœur. Je regardai Vanessa. Elle haussa les épaules, prenant une autre gorgée de champagne. C'est juste, Margaret. Tu as eu tout ce temps avec grand-mère. Tu as eu les choses sentimentales. J'ai l'avenir. Je baissai les yeux vers mon assiette. La colère était là, bouillonnante et brûlante, mais en dessous se trouvait un étrange calme froid. Ils étaient si confiants, si absolument sûrs de leur pouvoir sur moi. Ils me voyaient comme le paillasson, celle qui resterait silencieuse, hocherait la tête, pleurerait et accepterait toutes les miettes qu'ils lui jetteraient. Mais ils avaient oublié une chose cruciale. Ils supposaient que je n'étais que l'infirmière. Ils avaient oublié que c'était aussi moi qui avais organisé le classeur de grand-mère. Ils avaient oublié que j'avais lu chaque document qu'elle avait signé. Et ils avaient certainement oublié qu'avant l'apparition de la démence, grand-mère avait été la femme la plus lucide de l'État. Je pris une lente gorgée d'eau. Donc, vous l'avez déjà dépensé dans vos têtes. Nous avons versé des arts, admit Victoria avec désinvolture. Non remboursable, bien sûr. Alors, n'essayez pas de faire une scène. Je souris. Ce n'était pas un sourire agréable. Je ne rêverais pas de faire une scène, maman. Je veux juste m'assurer que tout le monde est là pour l'annonce. Tout le monde est là, dit Han, confus. Pas tout à fait, dis-je en jetant un coup d'œil à l'entrée du restaurant.
Pour comprendre pourquoi ce moment était si crucial, il faut comprendre les 3 dernières années. Lorsque grand-mère est tombée malade, mes parents étaient dévastés sur Facebook, mais absents dans la vraie vie. Ean, son propre fils, ne supportait pas l'odeur de la maison, l'odeur de la médecine et de la vieillesse. Victoria prétendait que voir grand-mère ainsi était tout simplement trop traumatisant pour sa constitution fragile. Alors, je l'ai fait. J'ai quitté mon loft. J'ai mis ma recherche de doctorat en suspens. Je suis devenu un fantôme dans ma propre vie pour être son encre. Je lui lavais les cheveux. Je lui lisais ses romans policiers préférés jusqu'à ce que ma voix soit enrouée. Je gérais les médecins, les pilules, les crises de panique. Et pendant ces longs après-midi, pendant que grand-mère était lucide, nous parlions d'eux. Elle voyait tout. Elle voyait la cupidité de Vanessa, comment elle n'appelait que lorsqu'elle avait besoin d'argent pour le loyer. Elle voyait l'incompétence d'Ean en matière d'argent, comment il avait dilapidé sa propre retraite dans des investissements sûrs. Ce sont des vautours, Maggie, m'avait-elle murmuré une nuit, me serrant la main avec une force surprenante. Ils attendent la carcasse, mais je ne les laisserai pas me dépecer. Pas l'argent que j'ai économisé pour toi. Maintenant, en les regardant par-dessus la nappe blanche, je voyais exactement ce qu'elle voulait dire. L'antagoniste principal n'était pas vraiment Vanessa. Vanessa n'était que le symptôme, une fille gâtée et insipide à qui on avait appris que le monde lui devait tout. Non, la vraie méchante était Victoria, ma mère. Victoria était une femme qui arrangeait sa vie comme une exposition de musée. Tout devait être beau, cher et enviable. Elle n'avait jamais travaillé un jour de sa vie, mais elle gérait la position sociale de la famille avec la cruauté d'un général. Elle me regardait, sa fille studieuse et intellectuelle, avec un mélange de pitié et d'embarras. Elle regardait Vanessa, sa belle et malléable extension, comme son accomplissement suprême. Tu sais, dit Victoria, brisant le silence. Nous pensions que puisque tu économises tant sur le loyer en vivant dans ce studio, tu pourrais peut-être aussi contribuer au budget floral. Les hortensias que Pire veut sont importées de Hollande. Je ne contribue pas d'un centime, dis-je doucement. Ne sois pas égoïste, s'écria Ean. Tu fais partie de cette famille. Est-ce le cas, demandai-je. Parce que j'ai l'impression de n'être que la banque. Oh, arrête d'être dramatique. Vanessa roula des yeux. Tu es juste jalouse parce que je me marie et toi, eh bien, toi. Juste à ce moment, une ombre tomba sur la table. Bonsoir. Une voix grave et rocailleuse gronda. Mes parents sursautèrent. Ean laissa même tomber sa fourchette sur le sol. C'était oncle Julien. Il faut comprendre oncle Julien. Il n'était pas seulement le frère de grand-mère. C'était un expert comptable judiciaire à la retraite. Il portait des costumes démodés de 20 ans, mais parfaitement repassés. Il avait des yeux qui semblaient pouvoir scanner un bilan à travers un mur de plomb. Il était la seule personne dont mes parents avaient peur parce qu'ils n'avaient jamais, pas une seule fois, cru à leur baliverne. Julien. Victoria piailla, sa voix montant d'une octave. Nous ne vous attendions pas. Je m'en doutais, dit Julien, son visage impassible. Il ne s'assit pas. Il se tenait juste au bout de la table, imposant comme un totem du jour du jugement. Il tenait une mallette en cuir usé dans sa main gauche. Nous étions juste en train de dîner en famille, balbutia Ean, en sueur. En discutant de projets. Oui, dit Julien. Margaret m'a envoyé un message. Elle m'a dit que vous discutiez de la disposition des économies de ma sœur. Eh bien, oui, Victoria se ressaisit, essayant de retrouver son calme. En tant que famille, nous avons décidé qu'il était préférable de les utiliser pour le mariage de Vanessa. C'est ce que maman aurait voulu. Julien regarda Victoria. Il ne cligna pas des yeux. Puis il me regarda. Je lui fis un petit signe de tête. Il posa la mallette sur la table, juste au-dessus de la corbeille à pain. Le bruit des lourds loquets s'ouvrant claqua dans le silence. C'est fascinant, dit Julien, sortant un épais document relié en papier bleu. Parce que, selon la structure légale de la succession, que j'administre, il n'y a absolument aucune économie dont vous puissiez discuter. Qu'est-ce que vous voulez dire, demanda Vanessa, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. L'argent est là. Nous avons vu les relevés bancaires. Vous avez vu les relevés d'un compte dormant, dit Julien,
faisant glisser le document sur la table vers Ehan. Mais vous n'avez pas vu la fiducie. Fiducie, murmura Ehan, le visage livide. La fiducie irrévocable Margaret Sterling, lut Julien à voix haute. Établie il y a 4 ans, entièrement financée par les actifs liquides que vous essayez actuellement de dépenser. Je me calais dans ma chaise, observant leur visage. Le piège n'était pas seulement tendu, il venait de se refermer. Et Julien continua, sa voix baissant dangereusement. Il y a une clause ici concernant le détournement d'actifs perçus que je pense que vous devriez lire immédiatement. Plus précisément, la partie concernant vos dettes existantes envers la succession. Vanessa laissa tomber sa fourchette. Elle claqua bruyamment contre la porcelaine. Dette, murmura-t-elle. Je pris une gorgée de mon vin. Il avait enfin bon goût. Le silence dans la vieille Volvo d'oncle Julien était plus lourd que celui du restaurant, mais il n'était pas oppressant. C'était le silence d'une bibliothèque, mon habitat naturel. C'était le silence de l'information en cours de traitement. Tu as vu le visage de Ehan, demanda Julien doucement, gardant ses yeux sur la route mouillée par la pluie. Il avait l'air d'avoir avalé un citron entier. J'ai vu, répondis-je, serrant le classeur bleu contre ma poitrine. Mais oncle Julien, qu'y a-t-il exactement là-dedans? Je savais que grand-mère avait la fiducie, mais je ne savais rien des dettes. Julien arrêta la voiture devant mon immeuble. Il mit la voiture en stationnement et se tourna vers moi, les lumières de la rue projetant de longues ombres sur son visage buriné. Margaret, ta grand-mère n'a pas seulement protégé ton héritage. Elle a tenu un registre détaillé et notarié de chaque fois que tes parents sont venus la voir les mains tendues. Nous sommes montés à mon appartement. J'ai préparé du thé, de l'Earl Grey, fort, comme grand-mère l'aimait, pendant que Julien étalait les documents sur ma petite table de salle à manger. Ici, il désigna d'un doigt calleux une feuille de calcul. 2018, l'entreprise d'import-export de Ehan. Il a emprunté 50 000 $, impayés. 2020, la rénovation de leur maison pour augmenter la valeur marchande. Encore 40 000 impayés. 2022, un prêt relais pour couvrir la paie d'une entreprise qui ne semble pas exister. 60 000. Je fixai les chiffres. Ils se brouillèrent en une somme terrifiante. Ils doivent à la succession plus de 150 000 $, avec intérêt, corrigea Julien, tapant sur une clause en bas. Composé annuellement. Le total est plus proche de 200 000. Et voici le clou, Margaret. La fiducie stipule qu'avant que tout actif résiduel puisse être distribué à d'autres bénéficiaires, c'est-à-dire ta mère, toutes les dettes impayées envers la succession doivent être réglées. Donc, ils ne peuvent pas obtenir un centime, murmurai-je, réalisant l'ampleur du piège. En fait, ils doivent de l'argent à la succession. Correct. Mais ce n'est pas ce qui m'inquiète, dit Julien, sa voix grave. Il sortit un dossier séparé, plus mince, de sa mallette. J'ai fait mes propres recherches hier. J'ai des amis au bureau du greffier du comté. Je voulais voir pourquoi ils étaient si désespérés que ce mariage ait lieu maintenant. Il fit glisser un document vers moi. C'était un avis de saisie immobilière. Ils n'ont pas payé leur hypothèque depuis 6 mois, dit Julien doucement. Ils se noient, Margaret. Ce mariage n'est pas une célébration. C'est une manœuvre de tromperie. Ils ont besoin que Vanessa épouse Pierre pour pouvoir accéder aux relations de sa famille ou peut-être lui demander un prêt pour sauver leur maison. Ils comptaient sur les économies de grand-mère pour payer le mariage afin d'atteindre Pierre. J'eus une vague de nausée. Ils utilisent Vanessa. Ils la vendent. Précisément. Julien hocha la tête. Et maintenant que nous avons coupé le financement, ils vont être désespérés. Et les gens désespérés sont dangereux. Je regardais les papiers. J'étais archiviste. Toute ma carrière était basée sur la recherche de la vérité enfouie dans le papier. Je regardais la date de la saisie. Puis je regardais la date du prêt-relais de grand-mère. Attendez, dis-je, sortant une loupe de mon tiroir de bureau, un outil de travail. Je la tins au-dessus de la signature sur le document de prêt de 2022. Oncle Julien, regardez ça. Il se pencha. Qu'est-ce que je dois regarder? Le tremblement de grand-mère, dis-je, ma voix tremblante. En 2022, son Parkinson était avancé. Sa signature était tremblante. Elle avait une qualité spécifique et irrégulière pour le monsieur. Regardez cette signature.
Elle est lisse, fluide. Les yeux de Julien s'écarquillèrent. Vous pensez que c'est un faux? Je ne pense pas, dis-je, l'acier froid revenant à ma colonne vertébrale. Je sais. J'ai ces journaux de ce mois-là. Elle ne pouvait même pas tenir un stylo cette semaine-là. Je la nourrissais à la cuillère. Cela change tout, murmura Julien. Ce n'est pas juste une dette. C'est une fraude. Mon téléphone vibra sur la table. C'était Victoria. Appel entrant. Ça commence, dis-je. Réponds, ordonna Julien. Mets le haut-parleur. Voyons quel mensonge ils vont inventer maintenant. Je glissai l'icône verte et posai le téléphone sur l'avis de saisie immobilière, l'ironie ne m'échappant pas. Margaret. La voix de Victoria hurla à travers le haut-parleur, si forte qu'elle était déformée. Comment oses-tu? Comment oses-tu nous prendre en embuscade avec ça? Ce dinosaure d'oncle. Bonjour, maman, dis-je calmement, me penchant en arrière sur ma chaise. Je n'ai pris personne en embuscade. J'ai assisté à un dîner où vous m'avez invité. Tu nous as humiliés, hurla-t-elle. Devant le personnel. As-tu une idée du stress que tu causes à ta sœur? Elle a pleuré pendant des heures. Son mariage est ruiné à cause de ton égoïsme. Mon égoïsme, demandai-je, regardant Julien. Il prenait des notes sur un bloc-notes jaune. Maman, vous aviez l'intention de voler 300 000 $ que grand-mère m'a laissé. Voler? C'est de l'argent de famille. Victoria rétorqua, sa voix retombant sur ce ton manipulateur et raisonnable qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Margaret, écoute-moi. Grand-mère était confuse à la fin. Elle nous a promis cet argent. Elle savait que nous traversions une période difficile avec l'entreprise, cette fiducie. C'est juste une formalité. Julien l'a manipulée pour la faire signer. Grand-mère n'a jamais été confuse à propos de l'argent, dis-je sèchement. Elle savait exactement qui vous étiez. Nous t'avons élevé. La voix de Han résonna en arrière-plan. Il devait avoir pris le téléphone. Nous t'avons logé et maintenant, quand nous avons besoin d'un peu de flexibilité, tu te caches derrière des avocats. Espèce de petite ingrate. Je regarde le registre, papa, je le coupais. Ma voix n'était pas forte, mais elle le stoppa net. Quel registre? Demanda Han, sa voix se cassant. Celui que grand-mère tenait, mentis-je doucement. Celui où elle enregistrait chaque prêt. Les 50 000 en 2018, les 40 000 en 2020, les 60 000 en 2022. Il y eut un silence si profond sur la ligne que je pouvais entendre en respirer. Ceux-là, c'étaient des cadeaux, balbutia Han. Elle nous les a donnés. Ce n'est pas ce que disent les reconnaissances de dette, insistai-je, jetant un coup d'œil au document à 4 pages. Et ce n'est certainement pas ce que dit la signature. Qu'est-ce que vous voulez dire? La voix de Victoria était de nouveau aiguë et paniquée. Je veux dire, dis-je, me penchant plus près du téléphone, que je suis au courant de la falsification, maman. Je sais que grand-mère n'a pas signé ce prêt en 2022. J'étais là. Elle ne pouvait pas tenir un stylo. Tu ne sais pas de quoi tu parles, siffla Victoria. Tu inventes des choses. Tu es folle. Vraiment, demandai-je. Parce que j'ai aussi une copie d'un avis de saisie immobilière ici sur la table. 142 Oak Street. Avis de défaut de paiement. Le silence s'étira pendant 10 secondes. Tu ne ferais pas ça, murmura Victoria. L'arrogance avait disparu. Il ne restait que la peur. Margaret, s'il te plaît. Tu ne peux pas le dire à Vanessa. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas que vous êtes fauché, demandai-je. Elle ne sait pas que vous utilisez son mariage pour trouver un plan de sauvetage. Nous faisons ça pour elle. Victoria sanglota, un son théâtral et haletant. Pierre vient d'une famille riche. Vraiment riche. S'il se marie, son père va investir dans l'entreprise de Han. Nous pourrons tout rembourser. Nous pourrons rembourser la succession. Juste débloquer les fonds pour le mariage. S'il te plaît, Maggie, sois une bonne sœur juste cette fois. Je suis une bonne sœur, dis-je froidement. En ne vous laissant pas la vendre. Si tu ruines ça, en menaça, sa voix basse et venimeuse. Tu n'es plus ma fille.
Je te couperai les vivres complètement. Tu l'as déjà fait, papa, dis-je. Tu m'as coupé les vivres au moment où tu m'as regardé et as vu un compte en banque au lieu d'un être humain. Je raccrochai. Ma main tremblait, mais pas de peur, de rage. Ils l'ont admis, dit Julien doucement. Ils ont admis le motif. Ils vont venir pour moi, dis-je, me levant et arpentant la petite pièce. Ils ne vont pas s'arrêter. Ils ont trop besoin de cet argent. Ils vont utiliser Vanessa. Alors nous devons être prêts, dit Julien. Mais nous avons besoin de plus de preuves. Nous devons prouver la falsification de manière définitive avant de faire le pas final. Si nous les accusons sans un expert, ils prétendront que tu n'es qu'une sœur amère essayant de saboter le mariage. Je connais un expert, dis-je. Le docteur Aéris. Il est spécialisé dans l'authentification de documents historiques. Il me doit une faveur. Les 3 jours suivants furent un tourbillon de harcèlement. Mon téléphone ne cessait de sonner. Des SMS de cousins que je n'avais pas vus depuis une décennie apparaissaient. Pourquoi fais-tu ça à ta famille? Laisse juste Vanessa avoir sa journée. Mes parents avaient lancé une campagne de relations publiques contre moi, me dépeignant comme la sœur vieille fille jalouse, accaparant la richesse de la grand-mère par rancune. Mais j'étais occupé. J'ai pris une matinée de congé et j'ai rencontré le docteur Aéris dans son laboratoire. Il plaça le document de 2022 sous un comparateur spectral. C'est une tentative maladroite, murmura Aéris, ajustant la lentille. Voyez ici la pression de l'encre. Quand votre grand-mère écrivait, la pression était inconsistante à cause des tremblements. Cette signature a une pression uniforme. Elle a été tracée, pas écrite. Et regardez la composition de l'encre. C'est un stylo bille. Votre grand-mère n'utilisait que des stylos à plumes. Vous me l'avez dit vous-même. C'est vrai, je confirma. Elle disait que les stylos à billes étaient pour les sauvages. C'est une falsification certaine, conclut Aéris, imprimant un rapport. Je mettrai ma réputation en jeu pour cela. J'avais le pistolet. Il ne me manquait plus que la balle. Je me suis rendu au magasin de robes de mariée où Vanessa faisait son dernier essayage. Je savais que je ne devrais pas y aller, mais j'avais besoin de savoir si elle était complice. Si elle était au courant du faux, elle était morte à mes yeux. Si elle ne l'était pas, eh bien, elle était un dommage collatéral, mais elle méritait de savoir. Je suis entré dans la boutique. Ça sentait la lavande et l'argent. Vanessa se tenait sur un podium drapé de soie blanche et de dentelle, ressemblant à une princesse. Victoria s'affairait autour de la traîne. Quand la sonnette de la porte a retenti, elles ont toutes les deux levé les yeux. Le visage de Victoria est devenu pâle. Le visage de Vanessa est devenu rouge. Sors, hurla Vanessa, pointant un doigt ganté vers moi. Sors d'ici. Tu as fait assez de dégâts. J'ai besoin de te parler, Vanessa, dis-je, ignorant ma mère. Seule. Je n'ai rien à te dire, cracha Vanessa. Maman m'a tout raconté. Comment tu as trompé grand-mère? Comment tu retiens l'argent en otage parce que tu es jalouse que Pierre m'ait choisi? C'est ce qu'elle t'a dit, demandai-je, m'approchant. L'assistante du magasin avait l'air terrifiée. Elle m'a dit que tu essayais de nous ruiner, cria Vanessa, les larmes aux yeux. Pierre est furieux. Il dit que si le financement pour le lieu n'est pas sécurisé d'ici vendredi, il annule tout. Tu veux ça? Tu veux que je sois seule comme toi? Vanessa, dis-je, ma voix coupant son hystérie. Maman et papa sont fauchés. Menteuse. Victoria se jeta sur moi, me saisissant le bras. Ne l'écoute pas, Nessie. Elle ment. Je repoussai ma mère. Ils sont en saisie immobilière, Vanessa. Ils ont falsifié la signature de grand-mère sur un document de prêt pour voler 60 000 $ l'année dernière. Ils utilisent ton mariage pour que le père de Pierre les rend flous. Vanessa me regarda, puis Victoria. Pendant une seconde, je vis le doute. Dis-lui que ce n'est pas vrai, maman, murmura Vanessa. Victoria se redressa, recomposant sa veste. Bien sûr que ce n'est pas vrai. Ta sœur est mentalement instable. Le chagrin, ça l'a rendue paranoïaque. Elle me regarda avec des yeux de requin. Si tu ne pars pas tout de suite, Margaret, j'appellerai la police. Allez-y, dis-je,
fouillant dans mon sac à main et sortant le rapport du docteur Aéris. Mais vous voudrez peut-être leur montrer ça d'abord. C'est l'analyse médico-légale du prêt que vous avez emprunté. Je le tendis. Victoria ne le prit pas. Elle le fixa simplement, sa respiration superficielle. Vanessa regarda le papier, puis le visage terrifié de sa mère. « Maman » demanda Vanessa, sa voix tremblante. « Pourquoi as-tu l'air comme ça ?»« C'est compliqué, Vanessa » balbutia Victoria. « Les affaires sont complexes. »« Ce n'est pas complexe, dis-je. C'est un crime. » Juste à ce moment, la porte d'entrée du magasin s'ouvrit. Nous nous tournâmes tous. C'était Pierre, et il n'était pas seul. Il était avec un homme que je reconnaissais des pages mondaines, son père, Monsieur Dubois. On nous a dit qu'il y avait un problème avec l'acompte du lieu, dit Monsieur Dubois, sa voix retentissante. Il regarda Victoria, puis les larmes sur le visage de Vanessa, et enfin moi. Et à en juger par le volume de cette conversation, je suppose que le problème est significatif. Victoria semblait sur le point de s'évanouir. Pire, s'écria Vanessa, descendant du podium. Qu'est-ce qui se passe demanda Pire, l'air agacé. Victoria, vous aviez dit que les fonds seraient transférés aujourd'hui. Il y a un léger retard, mentit Victoria, sa voix aiguë et cassante. Une erreur bancaire. Je regardais ma mère. Je regardais la sœur qui m'avait traité de jalouse. Je regardais l'homme qui était sur le point de se marier dans une fraude. C'était ça, le point de non-retour. Ce n'est pas une erreur bancaire, dis-je clairement. Margaret, ne. Victoria supplia dans un murmure de pur désespoir. Ce n'est pas une erreur, répétai-je, me tournant vers Monsieur Dubois. Il n'y a pas de fonds, et il n'y en a jamais eu. Le silence qui suivit ma déclaration fut absolu. C'était le genre de silence qui aspire l'air d'une pièce, laissant tout le monde haletant. La boutique de mariée, avec ses doux drapés de velours et ses lustres en cristal, ressembla soudain à une salle d'audience. Monsieur Dubois se tourna lentement vers Victoria. Son visage, habituellement un masque de politesse joviale, s'était durci en granit. Qu'a-t-elle dit ? Victoria tremblait si violemment que les cintres du portant à côté d'elle cliquetèrent. Elle. Margaret est confuse. Elle ne comprend pas la haute finance. Les actifs sont liés à divers instruments. Il n'y a pas d'instrument, maman, dis-je, ma voix stable, bien que mes genoux fussent comme de l'eau. Il n'y a que des dettes. Je veux voir les livres, dit Monsieur Dubois, sa voix tombant dans un murmure grave et dangereux. Maintenant. Nous ne pouvons pas juste, commença Victoria. Maintenant, aboya Dubois. Appelez votre mari. Nous nous rencontrons chez vous dans 30 minutes. Si vous n'êtes pas là avec les dossiers financiers, mon fils s'en va, et je veillerai à ce que toutes les banques de la ville sachent pourquoi. Pierre regarda Vanessa, qui se tenait figée sur le podium, les larmes coulant sur son visage, gâchant le corsage en soie d'une robe à $10 000 qu'elle ne pouvait pas se permettre. Il n'avait pas l'air compatissant. Il avait l'air gêné. « Change-toi, Vanessa, dit-il froidement. » Le trajet en voiture jusqu'à la maison de mes parents fut un flou de pluie et de lumière néon. Oncle Julien conduisait, la mâchoire serrée. « Tu as commencé, Maggie, dit-il doucement. Maintenant nous devons finir. Pas de pitié. Pas de pitié, répétai-je, serrant le classeur bleu. Quand nous arrivâmes, Ehan était déjà dans le salon, se servant un verre. Il leva les yeux lorsque la procession entra. Moi, Julien, une Vanessa en pleurs, une Victoria terrifiée, et les hommes du bois au visage de pierre. La maison, habituellement une vitrine impeccablement mise en scène, semblait froide. « Qu'est-ce que c'est » demanda Ehan, feignant l'indignation, bien que le verre dans sa main tremblât. « Victoria, pourquoi les avez-vous amenés ici ?»« Ils savent, Ehan, » Victoria murmura, s'effondrant sur le canapé design. Elle leur a tout dit. Les yeux de Ehan se posèrent sur moi. Une haine pure et non dissimulée. Espèce de petite traîtresse. Asseyez-vous, Ehan, ordonna Monsieur Dubois. Il ne demanda pas, il ordonna. Il prit place dans le fauteuil à oreilles, l'air d'un juge. Votre fille affirme que vous êtes insolvable. Elle affirme que vous financez ce mariage avec de l'argent volé. Convainquez-moi qu'elle a tort. Ehan rit,
un son aigu et nerveux. Insolvable? C'est absurde. Nous avons des problèmes de liquidité. Bien sûr, la trésorerie est serrée, mais les actifs. Nous nageons dans les actifs. Montre-lui l'avis de saisie immobilière, Margaret, dit oncle Julien depuis l'embrasure de la porte. Il se tenait comme une sentinelle bloquant la sortie. J'avançai et posai le document sur la table basse. Les lettres rouges vives, avis de défaut de paiement, semblaient brûler un trou dans le bois poli. Ehan le fixa. Il ne le toucha pas. Ça. C'est une erreur administrative, balbutia Ehan. Mon avocat s'en occupe. J'ai vérifié auprès du greffier du comté ce matin, dit Julien violemment. Ce n'est pas une erreur. Vous n'avez pas payé votre hypothèque depuis 6 mois. Vous êtes à 30 jours de l'expulsion par le shérif. Monsieur Dubois ramassa le papier. Il le lut, ses lèvres se pinçant. Puis il regarda Pierre. Ils sont fauchés. Nous ne sommes pas fauchés, hurla Victoria, se levant d'un bond. Nous avons juste besoin d'un pont. Une fois le mariage célébré, une fois les familles unies, nous pourrons restructurer. C'est un revers temporaire. Donc, vous nous utilisiez, dit Pierre, s'éloignant de Vanessa comme si elle était contagieuse. Vous utilisiez le nom de ma famille pour obtenir de nouveaux prêts. Non, nous vous aimons, cria Vanessa, tendant la main vers lui. Pierre, je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas. Mais il y a plus, dis-je, coupant le bruit. Je devais en finir. Je devais couper le membre pour sauver le patient. Ils ne vous ont pas seulement menti, monsieur Dubois. Ils ont volé la succession, à leur propre mère. Je posai le deuxième document, le tableau des dettes, puis la pièce maîtresse, le rapport médico-légal du docteur Iris sur la signature falsifiée. L'année dernière, dis-je, regardant directement Ehan, vous avez falsifié la signature de grand-mère sur un billet à ordre de 60 000 $. Vous avez pris l'argent pendant qu'elle était alitée. Pendant que je la nourrissais à la cuillère parce que ses mains tremblaient trop pour tenir une cuillère, vous avez décidé qu'elle était assez stable pour signer un document légal. C'est un mensonge, rugit Ehan, s'avançant vers moi la main levée. Oncle Julien s'avança, se déplaçant plus vite qu'un homme de 70 ans ne devrait pouvoir le faire. Il ne toucha pas Ehan, mais sa présence fut suffisante pour faire reculer mon père. Touche-la, grogna Julien. Et tu passeras la nuit en cellule. Ce n'est pas un mensonge, continuai-je, ma voix gagnant en force. Ce rapport le prouve. L'encre, la pression, le type de stylo. C'est un faux, papa. C'est une fraude. Une fraude criminelle. La pièce devint silencieuse. Le seul son était le tic-tac de l'horloge grand-père dans le couloir. Monsieur Dubois ramassa le rapport médico-légal. Il le parcourut, puis le laissa tomber sur la table comme s'il était couvert de crasse. Il se leva et boutonna sa veste. Pierre, dit-il, nous partons. Pierre, s'il te plaît. Vanessa sanglota, courant vers lui. S'il te plaît, je t'aime. Rien de tout cela n'est de ma faute. Pierre la regarda. Un instant, je vis une lueur de pitié, mais ensuite il regarda Ehan et Victoria, 2 personnes qui lui avaient menti en face pendant des mois, qui avaient essayé de l'entraîner dans leur ruine financière. Tu ne l'as peut-être pas su, dit Pierre doucement. Mais tu es l'une d'elles. Tu es exactement comme eux, Vanessa. Tu dépenses de l'argent. Tu n'as pas besoin d'impressionner des gens que tu n'aimes pas. Il retira son bras de sa prise. Les fiançailles sont rompues. Ne me contacte pas. La porte d'entrée claqua, résonnant comme un coup de marteau de juge. Vanessa se tenait au centre de la pièce, ses mains flottant dans l'air vide. Elle se tourna lentement pour regarder nos parents. Victoria pleurait à chaudes larmes. Ehan fixait le sol, vaincu. Vous saviez, murmura Vanessa. La réalisation inonda son visage, dépouillant le sentiment d'avoir droit à tout, ne laissant qu'une fille au cœur brisé. Vous saviez que vous étiez fauché. Vous saviez qu'il n'y avait pas d'argent. Vous m'avez laissé planifier ça. Vous m'avez laissé m'humilier. Nous l'avons fait pour toi. Victoria gémit. Pour te donner une belle vie. Non, hurla Vanessa, un son brut et guttural qui me fit tressaillir. Vous l'avez fait pour vous, pour pouvoir garder cette maison, pour pouvoir faire semblant d'être riche. Vous m'avez vendu.
vous avez vendu votre propre fille pour un paiement hypothécaire. Elle attrapa un vase sur la table d'appoint, un vase mine que Victoria aimait plus qu'elle ne nous aimait, et le jeta contre le mur. Il se brisa en 1000 morceaux. Je vous hais, hurla Vanessa. Je vous hais tous les deux. Elle courut devant moi, sortit par la porte sous la pluie. Je regardais mes parents. Ils étaient petits. Ils étaient brisés. Et pour la première fois de ma vie, je n'avais pas peur d'eux. Je donne les preuves à Julian, dis-je calmement. C'est l'exécuteur testamentaire. Il décidera s'il dépose des accusations criminelles pour la fraude. Mais en ce qui concerne la fiducie, vous ne verrez jamais un centime. Grand-mère est enfin en sécurité loin de vous. Je me retournai et sortis, les laissant dans les ruines qu'ils avaient eux-mêmes créées. Les conséquences furent rapides et brutales. Sans la promesse de la connexion du bois, les créanciers de mon père tournoyèrent comme des requins. La saisie immobilière se déroula à une vitesse fulgurante. En 2 mois, la maison de Oak Street, le symbole de la vanité de mes parents, fut vendue aux enchères. Ils déménagèrent dans une location de 2 chambres dans une ville voisine, loin de la foule du country club qu'ils avaient tant essayé d'impressionner. Oncle Julian, dans un moment de miséricorde que je ne savais pas s'il méritait, décida de ne pas porter plainte au pénal concernant la falsification à une condition, il signerait une confession et accepterait un plan de remboursement où un pourcentage de la pension de Han serait directement reversé à la succession jusqu'à ce que la dette soit effacée. Ils signèrent. Ils n'avaient pas le choix. Je ne les vis pas pendant longtemps. Je ne le voulais pas. Mais je vis Vanessa. Environ 3 semaines après le mariage rouge, comme je l'appelais mentalement, j'entendis frapper à la porte de mon appartement. Il était tard, il pleuvait à nouveau. Vanessa se tenait là. Elle ne portait pas de vêtements de créateur. Elle portait un jean et un sweat à capuche, ses cheveux attachés en un chignon désordonné. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Elle tenait une boîte en carton mouillé. « Je peux entrer ?» demanda-t-elle, sa voix petite. Je me décalai. Elle entra et posa la boîte. Elle était pleine de ses affaires. Pierre les a renvoyées, dit-elle, fixant la boîte. Il a gardé la bague, évidemment. Elle regarda autour de mon appartement. Il était petit, encombré de livres et de papiers, sentant le thé et le vieux papier. C'était l'opposé de tout ce qu'on lui avait appris à valoriser. C'est agréable ici, dit-elle doucement. C'est réel. C'est chez moi, dis-je. Tu veux du thé? Elle hocha la tête, les larmes débordant. Maggie, je suis tellement désolé pour ce que j'ai dit. Pour tout. J'étais tellement stupide. Je voulais juste. Je voulais être ce que maman voulait que je sois. Je pensais que c'était comme ça qu'on obtenait de l'amour. Je regardais ma sœur, l'enfant prodige, celle qui avait tout jusqu'à n'avoir plus rien. Je réalisais alors qu'elle aussi était une victime. Grand-mère l'avait vue. Vanessa est un oiseau dans une cage dorée, avait-elle écrit dans l'un de ses journaux. Elle ne sait pas que la porte est fermée à clé. Je m'approchai et la serrai dans mes bras. Elle se raidit d'abord, puis s'effondra contre moi, sanglotant. Nous restâmes là dans ma petite cuisine pendant un long moment. Tu peux rester ici, dis-je. Le temps de te remettre sur pied, mais tu dois trouver un travail, un vrai. Elle rit, un son étouffé et larmoyant. Je pense que j'aimerais ça. Je suis fatigué de faire semblant. 6 mois plus tard, la fiducie était enfin réglée. Les mauvaises dettes étant séquestrées, oncle Julian débloqua les fonds. Je n'ai pas acheté de manoir. Je n'ai pas acheté de voiture de sport. J'ai acheté un petit cottage en pierre à la périphérie de la ville avec un jardin qui avait besoin de travail et une pièce avec une grande fenêtre orientée au nord, parfaite pour une bibliothèque. J'ai quitté mon emploi à la firme et j'ai lancé mon propre cabinet de conseil en recherche indépendant. Le jour où j'ai emménagé, j'ai déballé la dernière boîte. C'étaient les journaux de grand-mère. Je les ai placés sur l'étagère juste à côté d'une photo encadrée d'elle. Je me suis assise sur ma nouvelle chaise, regardant le jardin où je prévoyais de planter des hortensias. Pas ceux coûteux importés, mais les variétés robustes et sauvages qui pouvaient survivre à l'hiver. Mon téléphone vibra. C'était un SMS de Vanessa. Elle travaillait comme réceptionniste dans une clinique vétérinaire et suivait des cours du soir. Je viens dîner dimanche.
Je prépare la lasagne de grand-mère. Je promets de ne pas la brûler cette fois. Je souris. J'avais perdu les parents dont je pensais avoir besoin, mais j'avais trouvé la sœur que je n'avais jamais vraiment connue. Et plus important encore, je m'étais trouvé moi-même. Grand-mère avait raison. L'argent n'était pas seulement une monnaie. C'était la liberté. Et tandis que j'étais assise là dans le silence de ma propre maison, payée par l'amour d'une femme qui voyait la vérité, je ne m'étais jamais senti aussi riche.